remercier d'être venu aujourd'hui à la Maison pour tous Jean Moulin, située 2 rue Robert Collet. Et d'ailleurs, si vous êtes venu par la rue Robert Collet, vous avez certainement pris avant l'avenue Georges Durand, ou la rue Alfred Sisley, ou la rue Claude Monet, ou la rue Jacques Millet. Vous avez aussi pu passer par derrière Carrefour, pour ceux qui connaissent, par la rue Charles Farroux, et prendre à gauche par la rue Gustave Courbet. Un peu plus loin, vous avez probablement pris le boulevard d'Étienne d'Orve, ou le boulevard Nicolas Cugnot, et avant, l'avenue du docteur Jean Mack. Voilà, donc ça vous situe un petit peu le décor, très concrètement. Donc on va s'emparer de ce sujet-là aujourd'hui. Voilà, donc je leur passe tout de suite la parole. Pour commencer, je vais donner la parole à Madame Hélène Debost, qui nous accueille au sein de la Maison pour tous Jean Moulin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il se trouve que j'ai décidé de venir ici aujourd'hui parce que le sujet me passionne. Ce sera un sujet c'est un secret pour personne que les questions d'égalité, de genre, de parité sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a Monsieur Yves Raybaud, dont les travaux m'ont beaucoup inspiré sur beaucoup de choses et inspirent beaucoup d'autres femmes qui travaillent sur ces questions. Et Yves Raybaud est un des premiers en France qui a dit « La ville est faite par les hommes pour les hommes ». Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, l'égalité, enfin, entre hommes et femmes avance. Et quand on fait avancer l'égalité, on doit se poser un certain nombre de questions sur ce qui la freine, cette égalité. Alors on sait qu'il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses, mais notre environnement, l'endroit où on vit, l'endroit où on est, où on grandit, où on est éduqué, où on apprend nos vies de femmes, où on apprend à se déplacer, à être autonome, ça constitue un élément aussi de cette égalité ou de cette inégalité. Il se trouve que tous les pays d'Europe, par exemple, n'ont pas la même configuration et pas les mêmes règles entre hommes et femmes. Et du coup, la vie dans les espaces publics n'est pas la même partout. Donc si dans d'autres pays, on peut faire mieux, ça veut dire que nous-mêmes, en France, on est capable de faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut se poser les questions de pourquoi, aujourd'hui, en France, quand on interviewe les femmes, on se rend compte que l'espace public est un lieu qui leur semble insécure. Pourquoi les transports en commun sont le lieu où 99% des femmes se font harceler sexuellement ou agresser. Toutes ces questions-là, c'est des questions d'environnement. On se rend compte, par exemple, que dans nos villes, depuis une bonne trentaine d'années, on a eu tendance parfois à confondre les politiques de prévention de la délinquance avec les politiques jeunesse, en déployant de manière un peu abusive parfois des city-stades, par exemple. Quand vous mettez un city-stade dans un quartier où déjà c'était un petit peu compliqué, vous allez concentrer 98% de jeunes hommes testostéronés dans ce city-stade, et puis éventuellement vous aurez 3-4 jeunes filles autour pour faire les groupies, mais elles n'iront pas dans le city-stade. Elles s'impliqueront pas dedans, et on va donner une envergure énorme finalement à ce petit combat de testostérone qu'on aura dans notre city-stade. On va faire pareil dans les skateparks, par exemple notre beau skatepark du Mans, dont je suis responsable, dont je suis très fière d'ailleurs, et qui a un équipement qu'il faut améliorer. Et ben on s'est rendu compte que ce bel équipement, à 97%, il était rempli par des garçons. Et c'est l'équipement le plus cher du service jeunesse. Donc quand on met autant de moyens pour les garçons et aussi peu pour les filles, ou qu'il y a un tellement grand déséquilibre entre les deux, forcément on crée un déséquilibre et une inégalité entre les citoyennes et les citoyens. Donc là, j'espère que ce matin, comme bientôt il y aura des municipales, qu'à chaque fois qu'il y a des municipales, tout le monde se met à dire que finalement, il aurait une idée plus magique pour le Mans de demain. Eh bien, rêvons tous ensemble, imaginons tous ensemble, qu'est-ce que pourrait être cette ville du Mans, où en effet les femmes et les filles auraient autant de place que les garçons, où les projets de rénovation de notre centre-ville et de notre urbanisme seraient pensés à équité pour les hommes et pour les femmes, où on penserait les endroits pour se poser, les endroits pour s'occuper des enfants, et on se dirait comment on ferait par exemple pour que les messieurs s'occupe des enfants. En fait, on peut se poser plein de questions, et l'urbanisme, nos mobilités, la façon dont on organise notre ville peut vraiment changer la façon dont on y vit, le climat, la sécurité, enfin toutes ces choses-là. Donc j'espère, moi, apprendre beaucoup de choses ce matin. Je vous souhaite d'en apprendre aussi beaucoup, et qu'on soit dans l'échange et qu'on construise ensemble le rêve qu'on peut avoir pour notre ville et pour notre pays même, parce que ce qui se passe dans notre ville, ça se passe dans toutes les autres villes en France. Donc ce qu'on rêve aujourd'hui ensemble, on peut peut-être en parler ailleurs et puis l'exporter ailleurs. Donc de très bons travaux et puis des conférences intéressantes, et j'espère que nous évoluerons collectivement vers plus d'égalité aujourd'hui. Merci à tous et très, très bonne journée. Merci Madame Debost de vos propos pleins d'espoir. Merci à Claire Pilou de nous accueillir. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Jean-Luc Jouvin, je suis le président du conseil d'administration de la Fédération des associations laïques de la Sarthe.
Comme la Ligue coordonne les semaines d'éducation contre les discriminations, il me revient la tâche d'ouvrir cette journée. En préambule, je voudrais remercier toute l'équipe de la Maison pour tous Jean Moulin, structure de la ville du Mans, qui nous accueille aujourd'hui pour la 13e édition du forum Laïcité et Diversité, et pour donc la seconde fois. Ce 13e forum a pour thème « Espace public pour toutes et tous, vraiment, point d'interrogation, géographie des discriminations ». Pour nous accompagner dans ce travail, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Tiffany Dédé et Cécilia Gutel, éducatrices populaires à la SCOP L'Engrenage, et M. Yves Rebaud, géographe à l'Université de Bordeaux-Montaigne et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce livre, c'était une commande du laboratoire de l'égalité, qui est un think tank féministe dont je fais partie. Et en fait, la commande était assez compliquée parce que pour nous, universitaires, résumer en 70 pages, 15 ans de travail et des milliers d'heures d'écriture, c'était compliqué, mais en même temps très stimulant. Et le résultat est vraiment très passionnant puisque ce livre s'est très bien vendu. Je vous rassure, ça ne me rapporte rien, donc, puisque c'est au bénéfice pratiquement total de l'association. Et puis, surtout, il a été utilisé comme outil pédagogique, ce à quoi je ne m'attendais pas. Parce que la ville de Paris en a acheté 500 pour la formation de son personnel, la ville de Bordeaux pareil aussi, et le Conseil général de l'Essonne, enfin un peu partout, les organismes de formation l'ont fait lire à des stagiaires en formation pour arpenter la ville. C'est une autre forme d'arpentage physique, et ce qui permet aussi à chacun, après avoir lu ce livre, de devenir chercheur soi-même, c'est-à-dire de compter les plaques au nom de rue masculin, comme vous avez fait ce matin, de façon très spirituelle, mais aussi de voir, d'observer ce que l'on n'est pas habitué à voir, c'est-à-dire la présence des garçons au coin de rue, sur les terrains de sport, le fait qu'il n'y ait plus de femmes la nuit, qu'il y ait peu de femmes à vélo, etc. Et donc ça permet d'ouvrir les yeux. Voilà, donc je suis ravi de ce petit bouquin. Après, il arrive au moment où il y a l'affaire MeToo, les collectifs Stop harcèlement de rue, donc il y a une vraie mobilisation contre les violences faites aux femmes, et en particulier dans l'espace public. En partant de son bouquin, on a décidé de changer un petit peu le mode d'intervention d'une conférence, c'est-à-dire de ne pas avoir un temps où le conférencier s'exprime, puis un tour de questions, puisque nous, dans l'éducation populaire, on trouve que cette forme d'aborder le savoir et plutôt ne permet pas à chacun de pouvoir s'exprimer, et plutôt on a préféré proposer des petits ateliers où on a ouvert à de la lecture collective les chapitres du bouquin d'Yves Rebaud, puis après des discussions en petits groupes de 8 à 10 personnes. Et ça va servir de support du coup à nos échanges sur les questions de discrimination concrètement tout à l'heure. Donc on aimerait que vous formiez des groupes de 8 à 10 personnes maximum, des petits groupes qui vont constituer des petits groupes de lecture et d'échange. L'arpentage, c'est une vieille méthode de l'éducation populaire qui permet de s'approprier collectivement un savoir donc plutôt théorique, un savoir livresque, non seulement en lisant collectivement, donc ça peut être une lecture par exemple à haute voix, une lecture collective. Les bonnes pratiques de solidarité qui peuvent empêcher des violences trop fréquentes dans l'espace public sont anéanties par le manque d'urbanité du lieu, le transformant en piège, notamment par les femmes. De manière générale, le harcèlement de rue influence profondément les pratiques urbaines et étudiantes, de jour comme de nuit. Quand on est suivi, faire mine de téléphoner à un copain, lui demandant de vous rejoindre. Enfin, en cas d'agression, faire semblant de ne pas avoir senti la main aux fesses. Mais également de la lier tout de suite à son expérience vécue et donc de ne pas avoir une lecture qui soit complètement abstraite et détachée, mais qui soit tout de suite reliée à la question de « et moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience de vie ou comme expérience professionnelle par rapport au sujet, à quoi ça me renvoie, à quoi ça me fait écho ?» Et du coup, voilà, de tout de suite raccrocher les discussions théoriques à nos savoirs à nous. Et c'est quand même bien ça le postulat de l'éducation populaire, de se dire qu'il y a des savoirs intellectuels à rechercher dans les livres, mais il y a aussi du savoir d'expérience, du savoir de vie dont on dispose toutes et tous et qu'il est important de se partager pour débattre collectivement et discuter collectivement. Comme quoi... En peu de temps et à très nombreux, on a pu réussir à faire quelque chose de participatif. Et puis ça a permis du coup que le deuxième temps de la matinée, qui était plus sur le modèle classique de la conférence,
les personnes puissent avoir une prise de parole qui soit un peu plus facilitée du fait que certains et certaines d'entre elles avaient pu déjà s'exprimer dans le premier temps de la matinée à partir d'une parole de groupe et non pas d'une parole individuelle. Voilà l'idée de cette matinée. Oui, moi j'aimerais bien savoir, c'est avoir la parole de la femme en tant que quand on est représenté dans un groupe. Parce que j'ai remarqué, moi, que quand j'étais dans une association, dans un groupe, que quand je voulais donner la parole, tout de suite un homme venait dire « Ah, c'est à moi !» Alors tout de suite, la parole de la femme, bon, hop, à côté. Bon, et vous avez remarqué que je suis un homme aussi, et que je suis exactement dans la position que vous décrivez. Donc je suis Dieu, hein, je suis le géographe qui est au-dessus. Non, voilà, je ne veux pas m'excuser d'être un homme. Donc vous avez dit effectivement ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire que nous, les hommes, nous avons tendance à toujours prendre la parole. Et avec deux types de prise de parole. Soit on dit ça, c'est des propos de bonne femme, ça n'a pas d'importance, quand il s'agit des enfants, des sentiments, des choses comme ça. Soit si c'est une femme qui est compétente, technicienne, eh bien on dit, il y a toujours un homme qui revient derrière en disant elle n'y connaît rien, elle ne peut pas être technicienne, elle ne peut pas avoir une parole d'experte. Donc voilà, on retrouve ça. Mais je pense que c'est intéressant de le dire dans les réunions en disant monsieur, vous m'avez coupé la parole, ou monsieur, où j'ai levé la main et on ne m'a pas donné la parole. Je crois que c'est très important qu'on impose, nous les hommes, on s'impose de ne pas être trop long, donc c'est ce que je vais faire, et que les femmes imposent qu'on les respecte dans la discussion publique, bien sûr. Nous, c'était notre question aussi, puisque dans notre chapitre, c'était le cas justement du problème de l'intervention des femmes lors d'un débat et tout, puisqu'on se rendait compte que c'était les hommes en priorité et que c'était eux qui prenaient les décisions. Et donc nous, notre question, c'était comment repenser le mode de fonctionnement des débats, en fait. Nous, on a un système qui s'appelle chez les Verts, c'est la fermeture éclair. La fermeture éclair, ça veut dire que quand il y a un nombre, par exemple, il y a un sujet, qui veut intervenir, tout le monde lève la main. Non, il y a 90 bonhommes, 30% de bonnes femmes qui lèvent la main. Mais chez nous, quand il n'y a plus de femmes pour parler, il n'y a plus d'hommes qui ont le droit de parler. C'est-à-dire c'est un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Hop, s'il n'y a plus d'hommes, s'il n'y a plus de femmes pour parler, il n'y a plus d'hommes pour parler. C'est une méthode. Une petite solution quand on est un grand groupe pour permettre la parole de tout le monde, c'est de faire des sous-groupes. Enfin, ça paraît comme ça, petit groupe, mais au-dessus de 6, de nombreuses personnes ne vont plus se sentir légitimes pour prendre la parole. Donc si vous faites une réunion à 25, pensez ce temps-là en multipliant des sous-groupes pour pouvoir discuter du sujet que vous voulez aborder. Et puis après, il y aura toujours des personnes qui se sentiront, comme vous là, de porter la parole des autres. Et l'enjeu n'est pas toujours de parler devant le grand groupe, mais d'avoir discuté du sujet. En fait, l'enjeu du débat, il est là. C'est pas toujours d'avoir donné ses idées ou son idée au grand groupe, mais bien d'avoir discuté du sujet, d'avoir pu poser ses questions et d'avoir débattu avec 4 personnes. Si on débat à 4 personnes, ça marche. Et puis peut-être que plus tard, on arrivera petit à petit à prendre la parole devant un grand groupe. Moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui, je vous le dis. Même parler dans un groupe de 10. Donc, vous voyez, c'est aussi un exercice. Ça s'apprend aussi, mais si on est toujours à écouter, on ne pourra jamais prendre ce petit risque une première fois dans un groupe de 10. Donc c'est y aller par étapes aussi. Voilà, donc nous, c'est une de nos solutions, c'est le petit groupe, grand groupe, l'alternance des deux. Alors, nous, on avait le chapitre 1. Du coup, le titre du chapitre 1, c'était « Nom d'une rue », donc qui représente bien le début du livre. Donc vous parlez de rues, peintres, musiciens, qui sont représentés à 94% en France par des hommes. Nous, notre question, c'était pourquoi commencer votre livre sur une base statistique, donc par des données, des pourcentages, plutôt que sur une approche philosophique ou historique. Je me suis placé du point de vue des hommes, notamment les hommes. C'est-à-dire que si on part d'une base philosophique ou sensible, eh bien, il n'y aura pas forcément de répondance. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec du quantitatif. J'essaye de faire des études en disant il n'y a que 38% de femmes à vélo, ou bien il n'y a plus que 10% de femmes qui marchent seules la nuit, ou bien il y a 75% des budgets publics sont destinés aux loisirs des jeunes, parce que ça pose des questions d'égalité, et effectivement, ça interpelle la sphère publique. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément ni féministe ni sensible tellement que ça à l'égalité femmes-hommes, mais s'il est républicain, par exemple un directeur général des services, beaucoup les hommes, bien sûr on leur montre qu'il y a une injustice, et bien à ce moment-là cette injustice effectivement elle est prise en compte.
Et elle est vraie pour toutes les discriminations. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se rend compte, en France, on n'a pas le droit de compter les femmes et les hommes à la peau noire ou foncée, hein, mais si on le faisait, on verrait bien qu'il y a une discrimination à l'embauche très terrible. Et c'est ce chiffre qu'il nous faudrait pour lutter efficacement contre les discriminations. Eh ben, au cours de nos échanges, en fait, ce qui est apparu, c'est un questionnement sur la non-mixité comme une nécessité pour que la parole des femmes puisse être entendue, et en débat le fait que pourquoi ça deviendrait une nécessité, et aussi pourquoi c'est si difficile à être accepté comme un besoin aujourd'hui de la société pour certaines femmes pour pouvoir effectivement être entendues. Au titre de l'engrenage, la non-mixité, c'est une des solutions qu'on utilise beaucoup dans les groupes, que ça soit sur une question de genre ou sur d'autres questions, parce qu'on travaille aussi dans le cadre de la formation professionnelle continue, donc avec des salariés dans le cadre de formation. Et du coup, des fois, on fait des groupes non mixtes, dans le sens, par exemple, directeur, directrice, et puis avec des positions hiérarchiques du coup différentes, parce que en fait la parole ne va pas se libérer de la même façon si on a son supérieur ou sa supérieure dans le groupe avec soi. Donc la non-mixité, qu'elle soit de genre ou d'autres formes de non-mixité, pour nous, elle nous paraît indispensable dans plein de moments pour effectivement venir questionner est-ce qu'on permet une prise de parole des premiers ou premières concernés par le sujet, et comment on la permet, et du coup avec ce que vous disiez de ce que ça peut débloquer sur le sujet qui est travaillé. Enfin, nous, en tout cas, c'est un outil qu'on utilise dans nos formations et qu'on revendique, qu'on assume. Enfin, voilà, pour nous, il y a un vrai intérêt pédagogique et politique au sens travailler les choses de notre organisation collective, travailler les choses de notre société. Et à des moments, il faudra passer... je ne sais pas si on parle de rénovation d'un quartier, ce serait logique pour nous de faire de la non-mixité entre habitants et habitantes de ce quartier pour que ce soit eux et elles, les premiers et les premières, à prendre la parole sur la rénovation du quartier. Pour nous, c'est un truc qui est acquis, en tout cas. Et je voulais rajouter un mot pour dire que par contre, pour les hommes, nous vivons tout le temps, très souvent en non-mixité, dans le sport, dans nos loisirs, dans nos travaux, dans nos professions, souvent, et que ce qui ferait beaucoup de bien aux garçons, c'est d'être élevé dans la mixité. C'est pour ça que la séparation garçon-fille dans le sport est une catastrophe, c'est-à-dire qu'entérine la ségrégation. Il faudrait évidemment aller le plus loin possible dans la mixité filles-garçons dans le sport pour apprendre aux garçons la mixité. Donc on voit le côté asymétrique. Si la non-mixité est très utile nécessairement aux femmes, notamment, mais pas que, comme vous le dites, eh bien, à l'inverse, la non-mixité des garçons est une plaie sociale. Donc c'est pour ça qu'il faut encourager les garçons à être dans la mixité. Et une autre plaie sociale, j'ai pensé à ça avant de prendre la parole et puis je l'ai oublié, une autre plaie sociale, c'est qu'on parle souvent de... Alors la non-mixité devient souvent communautarisme quand on parle notamment, par exemple, de quels habitants ou quelles habitantes on parle. Et je pense notamment au quartier qu'on nomme prioritaire et que nous, on nomme à l'engrenage populaire. On questionne pas du tout la non-mixité des riches, Enfin, il y a pas mal de sociologues qui travaillent sur le sujet et qui nous montrent qu'elle n'est jamais questionnée. Là, on ne parle pas de communautarisme. Pourtant, c'est une manière assez affirmée et forte d'une pratique de non-mixité où, du coup, ils se réservent des espaces, des pouvoirs, Enfin, voilà. Donc, c'est comme sur la question de la non-mixité homme qui n'est rarement regardée et rarement questionnée. Il y a d'autres formes de non-mixité qui sont rarement regardées et rarement dénoncées. Alors, moi, ma question, elle est en même temps une interrogation. Je voudrais savoir à quel niveau on situe exactement l'égalité, mixité, à quel endroit, à quel moment, à quel niveau, et à quel degré d'intellectualité ou d'intellectuel ou de richesse, de pauvreté, de religion, de laïcité, à quel niveau on situe exactement cette thématique. Est-ce que d'un quartier à un autre quartier, les femmes qui habitent les champs de Mars, par exemple, y a-t-il égalité entre ces femmes-là et celles qui sont, comment on appelle, dans un quartier là, qui sont regroupées au 8e étage où il n'y a pas d'ascenseur? Est-ce qu'il y a égalité entre d'abord elles-mêmes, ces femmes-là déjà? Et la femme qui est professeure d'histoire de géographie à l'université, est-ce que sa manière de vivre, cette équité ou égalité, elle est pareille à cette dame-là qui nettoie le bureau, qui gagne 650 € par mois, qui élève 4 enfants et seule? Il y a d'abord l'égalité entre les femmes elles-mêmes. Et le deuxième volet de ma
ma question. Moi, je suis un homme, je pose mes questions à scandale. Je voulais savoir, en France, selon nos statistiques de 2012 jusqu'à 2018 cette année, il y a souvent 60 à 70% de femmes qui gardent les enfants. Est-ce que la légalité, l'équité là, est-ce que c'est quand c'est bon pour la femme qu'il y a l'égalité? Quand c'est bon, quand la femme, par exemple, elle a le droit de jeter le monsieur dehors, qui n'a pas droit, qu'on le mette dehors, il ne garde pas ses enfants, il ne va pas les voir. Là, c'est l'égalité ou c'est quoi au juste? À quel niveau on situe tout ça? Comme nous sommes dans un domaine qui globalise tout, je voudrais vraiment comprendre quelque chose. Merci. Quand je travaille en géographie, on a travaillé sur le sentiment de discrimination dans la ville de Bordeaux. Et donc là, quand on a fait travailler sur cette enquête, où on a eu à peu près 10 000 réponses, eh bien, on a demandé aux gens où et quand vous sentez-vous discriminés, femmes et hommes, hein. Et en fait, à cette enquête, on a eu 70% de réponses de femmes. Donc ça, c'est déjà un signe. C'est-à-dire, qui se sent discriminé dans la société? C'est davantage les femmes que les hommes. Deuxième chose, où vous sentez-vous discriminé? Et les gens ont répondu massivement dans les transports en commun, dans les espaces publics. Donc ça, c'est massif. Ça, c'est déjà une première réponse. C'est pour dire que le sentiment de discrimination, il est ressenti majoritairement par les femmes. De même que si on peut dire qu'il y a des discriminations inégales entre des femmes, par exemple, dans la ville, une femme aisée prendra le taxi pour aller au théâtre, ou bien pour sortir le soir, ou bien elle pourra revenir, elle n'affrontera pas l'espace public, elle aura un garage pour garer sa voiture, alors qu'une femme qui travaille à 5 heures du matin, ou bien qui est à la maison pour garder les enfants, avec des très faibles moyens, sera plus l'objet de discrimination. Ce sont des discriminations croisées. Cependant, il y a quelque chose qui reste partout, c'est que ce sont les femmes qui sont globalement, quel que soit leur sexe, victimes de violences, et ce sont elles, globalement, qui ont peur la nuit dans la ville. Voilà, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que 100% des femmes disent avoir été harcelées dans les transports en commun. 90% des femmes disent se sentir assez souvent en sentiment d'insécurité dans la ville. Donc on a quelque chose qui, globalement, vraiment, est une inégalité entre les femmes et les hommes. Ce sont elles qui sont victimes de violences. Donc là aussi, voilà, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de compétition de la discrimination, qu'on n'oppose pas des féministes bourgeoises, ou des féministes bourgeois d'ailleurs, à des féministes des quartiers populaires, puisqu'on se rend compte que l'objectif, c'est bien de lutter globalement contre les violences faites aux femmes et pour leur liberté dans la ville. De ce point de vue-là, les causes sont communes, je veux dire, et elles ne sont pas opposables, enfin, à mon point de vue. Alors après, moi, c'est un point de vue, vous avez vu, je suis pas particulièrement, je n'ai pas le physique ni d'une femme ni d'un homme discriminé, voilà, donc c'est compliqué. Mais j'aimerais bien qu'on entende bien cette question qu'on constate dans des études statistiques sur les violences faites aux femmes et sur les inégalités spatiales, d'une inégalité massive des femmes dans la ville, et puis en général, après, dans les professions, etc. Même s'il existe des inégalités entre elles. Là, sur l'ensemble des participants, c'était plutôt un forum réservé aux professionnels, mais il n'a jamais été évoqué le fait que soient exclues les personnes individuelles. Et donc, on a le plaisir d'accueillir 1 ou 2 habitants du quartier. Voilà. Alors après, vous, je ne sais pas, moi, c'est la connaissance du public qui vient à la Maison pour tous. C'est vrai qu'une proportion de 1 ou 2 habitants qui s'autorisent, parce qu'on ne les y avait pas invités, à franchir la porte et à émarger sur une feuille de professionnel. Donc ça mérite qu'on se pose la question pour le prochain forum, peut-être sur la plénière du matin. Dans notre groupe, on a travaillé sur les déplacements en ville et d'après le chapitre, on a pu constater que les modalités de déplacement des hommes et des femmes reflètent parfaitement les inégalités de statut dans la société. Et qu'en attendant des améliorations et matérielles et certainement aussi d'éducation des deux sexes, les femmes sont contraintes, quand elles veulent sortir librement, à des stratégies d'évitement et toutes sortes de stratégies qu'on n'imagine pas, si elles veulent se rendre, par exemple, la nuit dans une discothèque ou je ne sais quoi. Et ça va assez loin au niveau des élaborations de stratégies. Bon, et puis aussi le fait que, par exemple, la circulation en vélo soit sexuée aussi, en ce sens que pratiquement seuls les vélos des femmes sont hérissés de porte-bébés, enfin des trucs comme ça. Ce sont les femmes quand même qui traînent les gosses sur les vélos et majoritairement, et pas les hommes. Bon, c'est simplement ça. Ça va ?
On sort d'une étude assez lourde sur Bordeaux, qui nous a été confiée sur les inégalités de genre, vélo, marche et covoiturage. Et donc notre chiffre est le même, on a fait un sondage il y a 5 ans, 38% de femmes à vélo. Dans une ville pour Bordeaux où la part modale du vélo est passée à 10%. Donc on est une ville vraiment cycliste très importante, plus que Le Mans, je crois, d'après ce que j'ai compris, qui est dû au fait qu'il y a aussi un vaste secteur piétonnier, donc est-ce que c'est plat aussi, donc voilà. Et par contre, oui, c'est ça, dans les études, on a compté les femmes et les hommes, les bagages. Donc les femmes ont systématiquement un bagage de plus que les hommes. Il n'y a pas de femmes qui se promènent en vélo sans accessoires. Donc elles ont soit un sac, soit des sacoches. Ce sont elles qui sont majoritaires aussi sur les vélos cargo et les porte-bébés, donc 3 fois plus que les hommes. Et on voit ça aussi dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue, dans les études statistiques sur les circulations des femmes et des hommes dans la rue, les femmes sont toujours chargées. Elles ont toujours un sac de plus. Donc on voit bien comment, visuellement, dans la rue, la domesticité se voit encore sur les modes flâner en vélo ou à pied. C'est vraiment un privilège d'homme. Les femmes ne se présentent pas dans l'espace public, les mains dans les poches, même si les jupes n'ont pas de poche, enfin peu importe, elles sont vraiment... Et si elles étaient dans cet état-là, qu'elles stationnaient ou qu'elles flânaient sans rien sur elles, eh bien, probablement elles seraient harcelées ou considérées comme des femmes qui cherchent. Donc on voit bien que le statut de la femme comme elle se présente dans la rue, à vélo ou à pied, reste toujours lié à cette démonstration du fait qu'elles accompagnent ou elles approvisionnent, qu'elles sont toujours dans les tâches domestiques. Voilà. Donc après, il y aurait plein de choses à dire sur les différences de vélo. On sait qu'aussi que les petites filles ne font plus de vélo. Les garçons font du BMX, ils jouent avec le vélo dans la cité ou dans les rues, et les filles ne font pas de vélo. Donc elles arrivent avec un déficit de pratique du vélo. Les clubs de VTT, tout ce qui est vélo, c'est masculin. Donc on voit bien quand on veut, dans une ville écologiste, développer le vélo, qui était un symbole finalement de la ville durable, eh bien quelque part il faut qu'on se questionne comment on fait du vélo, aussi quand on est en surpoids, comment on fait en vélo quand on a un costume qui ne favorise pas la pratique du vélo. Et donc ça veut dire aussi quand on impose le vélo, eh bien on impose une réflexion d'hommes blancs jeunes valides sportifs, avec les femmes qui vous accompagnent. Et donc là vraiment on voit bien aussi dans les pratiques vélo que ce sont des pratiques de classe moyenne et supérieure. Et comme par hasard, on vous les présente comme les pratiques de la ville durable qu'il faudra adopter, voilà, sans se questionner. Alors nous, c'est plutôt une remarque. On avait le chapitre 4, le harcèlement de rue, culture urbaine. Ce qui est apporté dans ce chapitre, c'est la géographie des facultés et le fait qu'elles soient excentrées et que les étudiantes filles développent des comportements pour se protéger de ce qui arrive le soir, par rapport au dernier tram. Ce qui est décrit dans les statistiques apportées, des femmes étrangères, plutôt d'une catégorie sociale plus faible, et alors que d'autres étudiantes d'autres catégories sociales ont accès à des étudiants en centre-ville et n'ont pas cette question de rentrer le soir sur le campus seuls dans des transports en commun qui peuvent être considérés non sécurisés. Voilà, ça a plutôt été cette découverte-là, donc pas forcément de questions, mais on est revenu sur la question de l'éclairage le soir et effectivement comment la ville s'adapte au déplacement des femmes seules le soir pour les mettre en sécurité. Alors, je rebondis quand même parce que là, on voit bien aussi, là, quand j'avais écrit le petit bouquin, j'avais pas fait l'étude qu'on a fait l'année dernière avec mes collègues chargés de mission du campus Talence Pessac-Gradignan. Donc là encore, 6000 réponses au questionnaire en ligne, des marches exploratoires. Et donc, dans l'année, sur les 6000 réponses, 5000 exploitables, eh bien, on interrogeait aussi les garçons. Mais en fait, il y a eu 700 étudiantes qui ont dit avoir été suivies jusqu'à leur domicile, 250 qui ont croisé un exhibitionniste, 150 qui ont été l'objet d'agressions sexuelles en une année. Voilà. Par contre, 5% seulement déclarent à la police et 5% au service de l'université. Donc on voit bien un effet massif d'agressions qui sont perpétrés par des prédateurs, qui sont vraiment, alors là, de toutes origines, et même plutôt des hommes blancs, plutôt 40 ans, qui vont se faire des adrénalines, notamment les exhibitionnistes sur le campus. Et par contre, on voit bien qu'il y a des cibles, et ces cibles sont effectivement les étudiantes qui vivent sur le campus, qui sont les étudiantes pauvres, qui viennent des Antilles, d'Afrique,
d'Afrique ou d'Europe de l'Est ou chinoise, et qui en plus correspondent à des stéréotypes sexuels qui excitent les prédateurs. Et là, on voit bien, à une époque où 70% d'une classe d'âge arrive au bac, et où effectivement il faut protéger cette entrée à l'université, et bien que ce système de pression sexuelle sur les filles, qui existe aussi avec le harcèlement des profs sur les élèves, avec le harcèlement en médecine, dans les bizutages, dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, il faut l'interpréter comme une volonté d'empêcher les femmes de prendre le pouvoir par les études, parce que ce qui est en train de se passer, c'est ça, c'est que les femmes arrivent à égalité des hommes par les études. Et donc, cette réussite dans les études, eh bien, elle est organisée, et c'est aussi à ça que sert le harcèlement sexuel dans la ville, de façon systémique, pour dissuader les filles de poursuivre leurs études. Vous avez peut-être vu l'affaire à Saint-Cyr, où il y a des groupes de traditionalistes qui bizutent les filles de façon à ce qu'elles décrochent du concours et du coup, elles n'y arrivent pas. Et ça doit nous poser cette question à la fois de ces lieux qu'on met à l'extérieur de ville, sans éclairage, avec peu de transport, et où résident des quantités de jeunes filles de 18 à 25 ans qui sont des proies sexuelles. Et puis d'autre part, un fait majeur, c'est que le grand danger pour la société masculine, c'est que les femmes fassent des études, bien sûr, parce que ça voudra dire être obligé, comme pour le sport, de partager l'argent, le pouvoir, etc. On avait deux questions. Une par rapport au gender budgeting, c'est-à-dire l'intégration d'une perspective de genre dans l'élaboration des budgets. On se demandait si c'était effectivement déjà mis en œuvre au niveau politique et voilà, comment c'était mis en œuvre. L'autre question, c'était par rapport à l'étude de 1999 effectuée en Suède, qui montrait que les enceintes sportives étaient utilisées dans 70% des cas par des hommes, et que la ville avait décidé de répartir les heures d'entraînement de manière plus égale entre les équipes femmes et hommes. On voulait savoir exactement comment avait lieu la répartition et quels avaient été les objectifs ou le suivi par rapport à ça, parce que nous, on avait une interrogation qui était que... est-ce qu'il y avait un objectif de mixité par la suite ? Merci. Par exemple, en Suède, où l'égalité, elle est, sans être constitutionnelle, elle fait partie vraiment de la tradition. Chaque fois qu'on observe un équipement ou un lieu où il n'y a pas de mixité, où il y a une inégalité femmes-hommes, il y a une commission qui se réunit et qui résout le problème. C'est pour ça que ça a été, eux, les premiers à réagir sur les skateparks et city-stades qu'ils ont construits sans y penser. Et donc, ils ont trouvé cette solution, notamment dans plusieurs villes de Suède, de faire qu'il y ait une soirée par semaine qui permette aux filles d'être entre elles dans le skatepark. Et ils ont vu très rapidement que les filles prenant de l'assurance, etc., revenaient sur le skatepark les autres jours et arrivaient à prendre leur place. Donc là, très concrètement, l'expérience de la non-mixité féminine, c'est une accession d'expérience d'un équipement. On pourrait le faire de la même chose sur le fait de courir en groupe de femmes non mixtes dans la ville, ou bien de faire des marches exploratoires. C'est prendre de l'assurance dans la ville collectivement pour après y revenir et oser individuellement y revenir. Et ça fonctionne sur des équipements. Et sur le gender budgeting, eh bien là par contre, on voit partout en Europe et dans le monde l'extraordinaire mauvaise volonté des clubs masculins de laisser les terrains et de laisser les ressources. C'est-à-dire que nos enquêtes, les enquêtes les plus récentes, notamment une que j'ai fait en Suisse, à Genève récemment, montrent qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des pratiques sportives aujourd'hui. Ça a monté 10 points aujourd'hui, avec une différence entre classe populaire et classe supérieure, mais qui n'est pas très importante. Et en fait, par contre, ce qui ne change pas, c'est 75% des budgets publics sont consacrés aux hommes. Et donc, on a travaillé sur tous les systèmes qui consistaient à intimider les femmes pour qu'elles ne viennent pas sur le terrain. Donc, le sexisme au collège, le fait qu'il y ait de moins en moins d'offres pour elles après, l'intimidation aussi du sport dans l'espace public. Et donc, on voit bien que dans une pratique largement partagée qui est le sport, eh bien, tout l'argent vient aux hommes. Et quand on interroge les responsables de clubs en disant comment ça se fait que vous n'ayez pas d'équipe filles dans votre club ? Et ils me répondent, mais écoutez, on n'a déjà pas assez de terrain pour nos jeunes, comment voulez-vous qu'on trouve des terrains pour les filles ? On voit bien à quel point, je veux dire, c'est de l'impensé sur le sport notamment. Et sur la ville, eh bien, c'est la même chose. Je veux dire, et du coup, moi, ma position là-dessus, position féministe, c'est de dire il faut changer les garçons. Il faut leur apprendre à partager l'espace, il faut leur apprendre à jouer avec les filles, il faut nous apprendre, nous les hommes, à avoir des comportements corrects dans le tram, etc. Je veux dire, il y a tout un travail d'éducation des hommes pour que nous acceptions de céder le terrain. Et effectivement, plus on cédera le terrain, plus effectivement les femmes auront de la possibilité à la fois et auront moins besoin d'actions violentes pour s'imposer. Parce qu'il y a aussi une tendance à dire si on ne cède pas le terrain, on va le prendre de façon
un peu énergiques. Et du coup, là, les femmes sont très mal vues parce qu'on dit que c'est des hystériques, qu'elles sont violentes, etc. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune volonté des hommes de faire céder la violence d'appropriation. Enfin, ces questions, elles se posent pas que dans l'espace public. Là, je vais parler à titre personnel, mais il se trouve que Tiffany, elle partage avec moi cette expérience personnelle en dehors de l'engrenage. Nous, on fait partie d'un atelier d'autoréparation de vélo. La mécanique, c'est quelque chose qui est très connoté masculin. La mécanique vélo, donc, aussi. Et en fait, il a fallu justement poser la question en termes de et si on proposait une formation mécanique réservée aux adhérentes de l'atelier et pas aux adhérents et aux adhérentes, qu'est-ce que ça provoque ? Il y a eu un intérêt massif des adhérentes qui a été exprimé. Et de ce groupe de formation est né un groupe qui a mis en place des créneaux horaires, une fois par mois, où on peut venir bricoler nos vélos entre femmes et où donc on a l'assurance qu'aucun homme nous prendra l'outil des mains ou nous dira mais non c'est pas comme ça, ou nous épiera au-dessus de l'épaule pour vérifier ou je sais pas quoi. Et en fait dans cet espace on peut prendre de l'assurance, et ce qui est fou, même si il y a quelques études qui auraient pu nous démontrer qu'on aurait pu s'y attendre, mais moi personnellement j'avais beau avoir connaissance de ces études, sincèrement je n'y croyais pas, c'est que depuis l'association elle est devenue avec une vraie mixité dans l'implication des bénévoles. Avant, il n'y avait aucune femme qui tenait les permanences pour accueillir adhérentes et adhérents et pour donner des conseils mécaniques. Ça n'arrivait pas, il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans ces espaces-là. Donc comme quoi, l'espace non mixte a permis effectivement une prise d'assurance collective et puis du coup derrière des retours et un investissement individuel et puis un changement au niveau de l'association. Donc c'est des questions je pense qu'il faut qu'on se pose à titre individuel, militant, bénévole ou professionnel aussi dans les structures, parce que voilà, il y a des vrais changements des fois qui s'embrayent derrière. La question qu'on s'est posée, donc nous on a eu le chapitre 2 aussi avec un autre groupe là, sur la ville des garçons, et on se demandait, la question, on s'est questionné sur plein de choses, mais surtout celle où on s'est dit pourquoi en fait les femmes s'interdisent certaines pratiques. On a évoqué la question de l'ancrage culturel, de la transmission consciente ou inconsciente de la famille, du fonctionnement, des modalités, des règles de société. Mais on s'est vraiment questionné en se disant, mais nous, comment on peut faire, comment on peut faire pour changer ça, soit individuellement, soit collectivement. Et une autre question qui était apparue un peu avant, c'était est-ce que les collectivités sont quelque part à l'image de ce que produit la société ? Voilà, et que finalement, est-ce que ça doit se passer au niveau politique, ce changement, ou est-ce qu'individuellement, chacun on peut y contribuer, ou est-ce que c'est les deux en parallèle, mais comment on fait ? Voilà. Moi, je trouve que la meilleure solution, c'est de compter. Parce qu'avant que j'ai commencé à compter, c'était la recherche dans ma vie qui a été la plus facile. C'est compter le nombre de garçons et de filles sur les skateparks et les city-stades. Comme c'était 100%, ça a été très vite fait. Mais en fait, personne ne l'avait fait avant. Vous voyez, donc je pense que là, compter, c'est extrêmement important. Compter les budgets, les euros, compter la présence. Et en plus, compter, ça rejoint une question qui m'était donnée, qui m'a été proposée tout à l'heure. Compter, c'est aussi parler aux hommes. C'est-à-dire aux directeurs généraux de services, aux maires, etc. Si vous leur dites qu'il y a 75% de vos budgets qui vont aux garçons, c'est de la discrimination, vous arrivez avec un fait réel. Ce n'est pas des histoires de bonnes femmes ou des histoires d'intérieur. Il ne peut pas dire « mais moi je suis pour les femmes ». Vous dites non, vous n'êtes pas pour les femmes puisque vos 75% de votre budget, il va aux garçons. Donc là aussi, cette histoire de compter me paraît importante, et aussi de faire de la recherche. Tout le monde parmi vous peut compter le nombre de garçons sur le terrain de foot dans la cour de récréation s'il est instituteur, professeur des écoles, ou institutrice, ou professeur des écoles, mais aussi le nombre de femmes et d'hommes dans son entreprise, dans son quartier. Si en bas, moi c'est devenu un mécanisme. Dès que j'arrive quelque part, hier soir je suis venu de la gare au centre-ville, donc je suis passé par l'endroit que vous avez montré le jour, j'ai compté les femmes, il n'y en avait pas. J'ai pas rencontré une femme à 8h30 sur les quais. Vous voyez, donc compter. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Et ensuite, apporter ces résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces comptages permettent à des équipes de foot de porter plainte auprès du défenseur des droits pour discrimination dans le sport. Voilà. Donc il peut y avoir, par exemple, au Mans, une inégalité, une injustice par rapport aux footballeuses ou aux handballeuses, ou d'ailleurs à d'autres. Elles peuvent collectivement porter plainte pour discrimination dans le sport. Voilà. Donc je crois que c'est très très important, cette question-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin...
On avait le chapitre 4 sur le harcèlement de rue. Une des remarques qui nous est venue dans les échanges, malgré tout ce qui a été dit déjà, qui a été déjà redit par Claude ici présente, c'était autour de... On est toujours à dire à nos filles sortez pas après telle heure le soir, sortez pas habillées comme ça, sortez pas seul, enfin, faites-vous accompagner à partir d'une certaine heure, ou même parfois sans donner d'heure, sortez pas seul. On est en train de leur dire en fait, les filles, protégez-vous. On est toujours à s'occuper éventuellement des femmes comme de potentielles victimes, et on est là à toujours traiter l'après-agression, l'après-harcèlement. À un moment donné, peut-être qu'il va commencer à être important de s'occuper de ce qui se passe pour nos gars au plus tôt, et de peut-être commencer à dire à nos gars qu'ils n'ont pas à se comporter comme des personnes qui croient avoir le droit sur le corps de l'autre, qu'il soit masculin ou féminin. Peut-être à commencer à leur dire que si jamais tu as un désir, tu fais comme tout un chacun, tu fais avec. On n'est pas des bêtes. On peut tout à fait être dans un tram, trouver qu'une personne, quel que soit son sexe, on la trouve attirante. Pour autant, on ne va pas aller se frotter à elle de manière frénétique parce qu'on en a envie. Enfin voilà, on ne va pas objectiver le corps de l'autre. Enfin, on est des personnes à part entière, douées d'intelligence, me semble-t-il. Et je pense qu'avec une éducation qui serait égale pour les gars et les filles, on pourrait peut-être arriver à peut-être changer les choses, et que peut-être que si jamais ça commençait à l'éducation, on ne serait peut-être pas à se poser des questions sur l'attribution peut-être de budget plutôt vers les gars, plutôt vers les filles. On ne serait pas à essayer d'occuper des gars, parce que les gars, si on ne les occupe pas, ils deviennent de potentiels dangers pour la société. Voilà. Rien à ajouter. Enfin, j'ai plein de commentaires, mais on va laisser passer les groupes parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc une réaction dans le groupe, c'est après tout c'est comme ça. On le sait que la parole des femmes compte moins que celle des hommes. C'est comme ça, on voit pas pourquoi ça changerait. Fataliste, résigné. L'autre réaction, l'autre question qui a émergé du groupe, du coup comme c'est une question très technique, je vous propose de passer la parole à un homme. Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors du coup après, non, je te passerai pas le micro. Il y a cru, en plus, tendez la main. En fait, l'autre question, c'était par rapport au langage technique qui est utilisé du coup par les hommes dans le cadre de ce Grenelle. Et c'était de voir après, parce que déjà en tant que savant sur un sujet et non savant, déjà là il y a un défaut au niveau du langage. Donc après, l'autre question qu'on avait, c'était en quoi justement ce langage technique pouvait accentuer ou perpétuer cette inégalité homme-femme. Voilà. On sait par exemple dans le Grenelle des mobilités que vous citez, c'est un travail de recherche, là, 6 mois, j'étais présent à la plupart des réunions, en plus 6 mois à me taire, donc c'était difficile pour moi, je veux dire aussi, donc obligé de prendre des notes, compter les temps de parole et compter les interventions, donc c'était passionnant. Et donc là j'ai bien vu que quand il s'agissait de la ville, c'était la pensée technique qui était importante, c'est-à-dire le numérique, la smart city, l'équipement des vélos, les problèmes économiques, les entreprises, la pollution, les microparticules, c'était toujours traité dans ces domaines-là. Et quand les femmes intervenaient, pas qu'elles, mais pratiquement qu'elles, elles levaient la main, elles parlaient des enfants, des personnes âgées, de la santé, de l'environnement. Et donc là, on voit bien qu'il y a une hiérarchie, il y a une pensée masculine technique qui est supérieure et une pensée féminine qui est pas importante, ringarde, de l'espace privé. Certaines femmes qui parlaient, on leur disait, mais ça c'est du domaine du privé, c'est pas l'intérêt général. Là, on essaie de faire monter en général au niveau de l'intérêt général de la ville. Et donc là, on voit bien aussi comment il y a une hiérarchie des valeurs qu'on retrouve, par exemple, quand on dit, on se lamente parce qu'il n'y a pas de filles dans le numérique, dans les maths, dans les sciences, en disant après un siècle d'égalité, on n'arrive pas à ce que les filles fassent des maths. Mais est-ce que si elles font de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, c'est pas que l'avenir de la société, c'est la santé, l'environnement et l'agriculture, et non pas le numérique et les mathématiques. Donc on voit bien comment, inconsciemment, y compris des appareils comme l'éducation nationale, imposent des hiérarchies de valeurs qui ne sont pas les bonnes. Très clairement, demain, quels seront les métiers de demain ? Ce ne seront pas les métiers du numérique spécialement, ce seront plutôt les métiers de la santé, du soin, de l'environnement, de l'alimentation et de la culture, de l'éducation. Or, ce sont les choix que font les femmes.
Donc là, c'est aussi ça qu'il faut réinterroger quand on a des débats sur la technique. C'est pas le fait que les femmes qui ont un argument technique ne soient pas écoutées par les hommes, c'est aussi le fait que d'autres arguments qui ont rapport avec le vivre ensemble ne soient pas écoutés alors que ce sont des priorités. Voilà, c'est ce que réponse un tout petit peu longue que je voulais vous donner sur mon point de vue. De ce point de vue. La question qu'on s'est posée, c'est éventuellement, est-ce que vous êtes interrogé aussi sur le harcèlement, non pas de rue, mais le harcèlement avec des personnes connues dans des espaces privés, c'est-à-dire dans une sphère privée, que ce soit professionnelle, familiale, sportive, avec des personnes qui ne sont donc pas des inconnues pour les étudiantes ou les femmes actives ou enfin, peu importe les personnes, mais en tout cas avec des personnes qui sont connues. Est-ce qu'il y a aussi des statistiques, des études qui sont faites pour montrer qu'il n'y a pas que du harcèlement qui est impacté sur notre vie publique et extérieure à notre sphère privée, mais qui peut aussi être dans notre sphère privée et donc s'interroger sur déjà, en effet, l'éducation et les schémas qu'on nous inculque et que l'on connaît, et est-ce que ça vient pas non plus de là? Enfin, voilà, ça juste en réponse, c'était ce qui se passe d'extraordinaire en 2017 et 2018, mais c'était préparé depuis quelques années, c'est qu'on parle à la fois de MeToo, d'Hollywood, etc., sur le harcèlement, c'est-à-dire le harcèlement des puissants, des réalisateurs sur les actrices, mais aussi des patrons, y compris depuis 2 ou 3 ans dans la sphère politique, et c'est salutaire, mais on parle aussi du harcèlement de rue. Donc on voit bien la continuité entre les deux, et que globalement, eh bien, c'est une chaîne de violence, en fait. Il y a quelques années, mes amis féministes disaient le vrai danger, c'est pas la rue, c'est l'espace privé, c'est là que se passent les violences conjugales. Oui, certainement, c'est là que se passent les meurtres, etc. Mais ce qui se passe aussi, j'ai une étudiante qui passe sa thèse là bientôt sur ce sujet, elle montre que les violences à la maison, elles se passent en général le soir. Et que le soir, quand on habite dans un quartier populaire, partir de la maison avec les enfants, alors qu'il n'y a pas de bus, pas de taxi, que dehors, il y a des prédateurs aussi, où il n'y a que des hommes, à la gendarmerie, tout le monde roupille, et puis qu'on s'en fout des bonnes femmes qui ont pris une gifle. Je veux dire, on voit bien qu'il y a cette continuité, et que les violences aussi intrafamiliales, eh bien, elles sont possibles parce que derrière, il y a aussi un climat de violence. Si l'espace public permettait d'échapper à son mari et immédiatement de trouver un dispositif qui vous prenne en charge, qui interpelle le mari, qui vous loge 48 heures, etc. S'il y avait des moyens là-dessus, je veux dire, à ce moment-là, il y aurait une continuité espace public, espace privé. Et donc là, on voit bien que, là toujours, c'est peut-être ma façon masculine de penser les choses, mais que c'est un système de violence et d'intimidation qui est d'un bout à l'autre. Donc il ne faut pas chercher les divisions entre classes sociales, ça cogne dans tous les milieux, je veux dire. Il ne faut pas chercher non plus les périphéries et les centres, c'est pareil. Il ne faut pas en chercher intérieur-extérieur. C'est globalement, alors ça je vous livre le fond de ma pensée, globalement la construction de notre propre identité masculine et de la violence masculine qui est en cause. C'est pour ça que globalement, centralement, c'est la question de la violence machiste qui est en cause. Et qu'après, eh bien, elle se diffracte dans la société selon les classes sociales, selon les religions, selon les milieux professionnels, selon les quartiers d'habitation. Mais ce qui fait l'unité de tout ça, c'est les violences machistes. Voilà. Et c'est pas les classes sociales, c'est malheureusement pas ni les classes sociales ni la couleur de la peau. Ce serait trop facile. Voilà, c'est vraiment central. Et je pense que la révolution féministe, c'est ça, la position politique féministe, c'est celle-là. C'est de penser qu'il y a une continuité des violences machistes et de voir comment hommes et femmes, femmes et hommes, eh bien, on peut arriver à travailler sur cette question. Voilà, mais c'est mes convictions. Voilà. Nous, on avait le chapitre 1, donc sur les noms des rues, et on a eu un peu la réflexion que... Bon, pour l'instant, c'est 94% d'hommes, donc oui, c'est vraiment peu. En plus, c'est plus les hommes dans les allées principales importantes, tout ça. Et que ça pouvait mener tout ça à une à une non-prise de confiance en soi, à une pas de représentativité des femmes, donc des filles, des jeunes filles, des femmes après, qui ne se retrouvent pas dans les personnes qui sont considérées comme importantes, parce que pour être sur les rues, c'est quand même un peu ça qu'elles sont considérées. Donc on avait qui menait encore à cette idée de perte de confiance en soi, qui permet au final de faire beaucoup de choses, de prendre possession de l'espace public et tout. Et un peu dans la continuité de ça, moi, plus personnellement sur l'idée de l'éclairage, je trouve que oui, c'est important, mais après moi je vois, pour ceux qui connaissent, j'habite pas loin de la gare du Mans, côté nord, et généralement je passe par l'avenue du Général Leclerc, la grande avenue, toute droite, où il y a le tram, qui est très très bien éclairé, mais où il y a régulièrement des groupes d'hommes, et quand je passe là toute seule, ça a beau être très très bien éclairé, et que je suis à pied, et qu'il est que 21h, bah
Ouais, ils peuvent bien me voir, mais moi je les vois bien aussi, je suis pas beaucoup plus rassurée, quoi. Donc je suis pas sûre que ça soit suffisant, que ça soit éclairé. C'est-à-dire que les architectes ayant été des hommes pendant des siècles en ville, eh bien, les hommes, ils aiment bien voir des femmes nues partout. Donc, ça date pas d'hier, c'est pas simplement sur les pubs. C'est des fontaines avec des femmes au sein nus qui ont des geais entre les jambes, alors que les hommes sont présentés en majesté. Ce sont des fresques où on voit des femmes nues, etc. Et quand il n'y a pas de femmes nues, il y a souvent des phallus cachés aussi. Enfin, je veux dire, donc il y a vraiment aussi un fantasme masculin sur la construction de la ville de mettre des femmes à poil partout. Je veux dire, donc c'est aussi, ça fait partie des cultures masculines dans la ville. Et en plus, ça continue. On sait aussi que les cultures masculines dans la ville, par exemple, on présente le graphe comme un art, les arts urbains, etc. Il faut savoir que les statistiques, c'est 97% de garçons. Qu'effectivement, en plus, l'histoire de la transgression, c'est comme toutes les transgressions masculines, c'est comme escalader les immeubles, etc. C'est une manière de s'approprier de façon illégale la ville. Et pareil pour le graphe, donc je veux bien que ce soit de l'art, mais au départ, c'est quand même c'est délinquant, je veux dire, c'est une, voilà. Et donc après, les animateurs socioculturels qui me sont chers, puisque je les connais bien, eh bien, ils disent oui, mais c'est l'expression des jeunes et des quartiers, comme le rock, le rap, sauf que c'est des cultures masculines, c'est des cultures masculines d'appropriation de la ville, voilà. Donc, ça pose problème, évidemment. Il ne faut pas faire de l'anti-jeune ou bien du racisme, etc. Mais constater qu'il y a des continuités, que ce sont des garçons, c'est pareil que quand on constate que les architectes sont des hommes et mettent des femmes à poil partout. Enfin, je veux dire, donc c'est pareil. Je veux dire, il y a une continuité du masculin. Et une discontinuité, par contre, du féminin dans le fait que certaines femmes sont plus protégées, ont plus de moyens et peuvent être du côté des classes supérieures, davantage que les hommes. Cela dit, les violences conjugales dans les milieux bourgeois, ça existe parce que beaucoup de femmes sont sans revenus et donc ont beaucoup plus de difficultés à cultiver de la maison, puisque c'est l'homme qui gagne de l'argent, quoi. Alors qu'on voit que le divorce est plus facile dans les quartiers populaires, dans la mesure où il y a une égalité des ressources en basse ressources. Et c'est un peu ce que disait monsieur aussi, il est plus facile aux femmes de divorcer dans les quartiers populaires parce qu'elles auront des aides sociales, etc. Voilà. Mais c'est une liberté des femmes que ne peuvent ne pas avoir d'autres femmes dans des milieux bourgeois, de divorcer. J'ai un peu tout mélangé, mais sur la ville, c'est bien cette question de conception de la ville par les hommes. Est-ce qu'il y a un groupe qui ne s'est pas exprimé et qui souhaiterait s'exprimer? Parce qu'il y en a qui m'ont dit non, ça a été dit, on ne va pas redire, donc pas de souci, j'entends. Avant de clore ce moment pour faire une pause, il y a un monsieur qui voulait faire une intervention de 10 secondes, il m'a dit, donc chronomètre. Et après, ce sera une pause de 15 minutes. Je vais être extrêmement rapide, j'ai 3 mots à vous dire. Le constat d'aujourd'hui, intervention féminine 14, intervention masculine 2. J'ai fini. Je suis revenu sur la tribune pour faire un exposé sur de la recherche. Donc là aussi, c'est des comptages qui sont faits souvent. Donc moi, je suis aujourd'hui là, mais ça aurait pu être Edith Marius-Jules qui travaille sur ce sujet, ou bien l'agence Jean Réville, Chris Blache et Pascal Lapadu. On ne travaille pas de la même manière, mais on travaille ensemble souvent, notamment avec les universitaires. La ville se construit et on éduque les enfants à l'espace dès la cour de récréation. Il y avait un documentaire qui s'appelle Espace d'Éléonore Gilbert qu'on avait pensé passer ce matin, mais finalement l'arpentage était beaucoup plus intéressant de mon point de vue encore. Mais il est vraiment intéressant. Une petite fille raconte la cour de récréation avec la centralité du terrain de foot. La manière dont les garçons, en sortant de classe, s'accaparent le terrain de foot. Ils utilisent les terrains de foot en ne respectant pas les règles. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de touche quand ça sort du terrain, ce qui fait que dans les fêtes, le terrain de foot occupe 2 fois plus que le terrain de foot. Et quand une fille veut jouer, bien ils l'acceptent pour jouer, mais elle ne connaît pas les règles parce que les garçons ont leurs propres règles et donc organisent leur espace au centre. Donc on voit bien que ce trip de la cour de récréation avec le terrain de foot au milieu, eh bien, il préfigure ce qu'est finalement la ville. Et en tout cas, pendant toutes ces années où les enfants, filles et garçons, sont à l'école, eh bien, les filles apprennent à esquiver et à avoir des jeux qui tiennent pas de place, sauter à la corde avec des balles ou bien jouer à des jeux qui ne prennent pas de place. Et les garçons, eh bien, sont légitimes. On les autorise effectivement à occuper cet espace central.
Espace central qui les divise également entre deux catégories, à moins qu'il y ait une régulation, les grands, qui auront davantage de pouvoir que les petits, donc on voit la question des classes d'âge, et puis également les physiquement forts, les virils, etc., qui auront davantage de présence sur le terrain que les autres. Et donc on voit comment il y a un apprentissage par la cour de récréation des spatialités de domination, avec en haut de l'échelle le grand garçon viril et costaud, le muscle, et puis en bas de l'échelle les filles et les garçons qui sont un peu féminins, ou bien qui n'ont pas des attributs de la virilité. Donc on voit cette hégémonie masculine sur la cour, les filles en périphérie. L'apprentissage aussi des spatialités des filles, donc ce sont des choses très fines, anthropologiques, tenir moins de place, éviter le centre, esquiver plutôt que de percuter. C'est vrai aussi, si vous allez à la piscine, et quand vous avez un mec qui fait du crawl et que vous faites votre brasse, vous évitez le mec qui fait du crawl et qui avance tout droit, parce que nous avons pris l'habitude de traverser les places sans respecter les sens interdits, etc. Donc nous avons autorité, depuis l'école primaire, on nous a donné l'autorité d'occuper la totalité de l'espace, parce que depuis notre enfance, nous les garçons, on nous a appris aussi qu'on avait droit de jouer, que c'était important pour nous, c'est moins important que les filles, et donc on a toutes sortes de choses qui nous autorisent à envahir cet espace public, et l'école la cour de récréation est vraiment un lieu central de cet apprentissage. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que rien n'est naturel, c'est que si on supprime le terrain et le ballon et qu'on le remplace par des dispositifs de jeu type boîte à jouer, c'est un grand container où il y a des cônes de chantier, des claviers de machine à écrire, des fauteuils roulants, des cartons, des tuyaux, face à ça, les enfants, par curiosité, attrapent ces jeux qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, il n'y a pas de jeu garçon et fille, et on voit que dans cette cour de récréation, une petite fille pousse un grand garçon dans un fauteuil, que 4 enfants collaborent d'âge et de sexe différents pour se tirer sur des cartons, ou bien qu'une grande fille parle avec un petit garçon avec un tuyau, et donc de supprimer ces jeux, ces jeux qui organisent la ségrégation des filles et des garçons, ça permet la coopération des filles et des garçons. Ce qu'entre parenthèses, nous savions faire dans l'éducation populaire avec tous les jeux du scoutisme ou des colos, qui étaient des jeux avec foulard où on évitait la percussion, les grands jeux ou des jeux dérivés du baseball avec des îles, etc. On avait toutes sortes de jeux qui permettaient la mixité filles-garçons. Et on voit bien que c'est notamment des symboles très forts, comme le sport de ballon et la hiérarchie des sports, qui organisent cette ségrégation entre filles et garçons qui n'a évidemment rien de naturel. Donc là, je passe très vite parce qu'on en a parlé, 3/4 des dépenses publiques profitent aux garçons. Les filles décrochent massivement à partir de la 6e. Des équipements de loisirs sportifs d'accès libre, skatepark, city sport, sont exclusivement occupés par les garçons, ainsi que des lieux de répétition et des scènes de musique amplifiées. Donc là, on voit aussi les nouvelles cultures masculines que sont rock, rap, techno, culture urbaine. Et puis, il en est toujours de nouvelles. Aujourd'hui, dans les sports urbains, on a le parcours ou bien le working out, la musculation en extérieur, qui sont vraiment des sports de muscles et puis de transgression qui continuent. Il y a une créativité des cultures masculines dans la ville, toujours permanente. Et je suis toujours un peu navré de voir que mes chers collègues animatrices et animateurs socioculturels sont enchantés et envahis par ces nouvelles modes masculines en disant c'est des choses qui plaisent aux jeunes, on va les utiliser comme outils d'animation, sans voir que ce sont des cultures masculines. Voilà. Donc ces lieux en plus ségrèguent les garçons entre eux, puisqu'ils valorisent le muscle, l'agressivité, donc non seulement sur les terrains, mais même aussi sur les espaces virtuels que sont les jeux vidéo, les écrans, où 90% des consommateurs de jeux vidéo, qui sont des jeux vidéo violents, de guerre, sont des garçons. Donc on continue à créer et à séparer finalement, à mettre les garçons dans une tension, c'est-à-dire il faut être viril et dominant, il faut être gagnant, et il faut surtout pas être ceux dont on est traité de façon permanente depuis notre enfance de pédé ou d'enculé. Donc qui sont les mots vernaculaires de l'entraînement de football, pédé, enculé, tout ça, et tout le monde trouve ça normal, que ça n'a pas aucun sens, alors que ça signifie très clairement que la classe des garçons entre elles est tendue dans le fait de désigner ses leaders et d'être à la hauteur, de ne pas être celui qui va être le bouffon, l'intello, etc. Il y a 1001 manières de déclasser les garçons dominants, avec aussi les mots des classes sociales, mais ça c'est une autre histoire. Donc les espaces de jeunesse, c'est pareil. L'ensemble de l'appareil d'animation socio-culturelle constate l'abandon des filles de l'espace public en pensant que c'est une fatalité. Donc je vous passe sur tous ces centres de loisirs. Sur les séjours de vacances à 13-14 ans, les filles disparaissent.
Autrefois, c'est un autre travail qu'on a fait, les colonies de vacances généralistes organisées par les mairies communistes ou de gauche et puis les ligues et fédérations, etc. Finalement, mixaient les filles et les garçons. Mais comme il y a des pompiers psychorigides et puis des inspecteurs jeunesse et sport qui ont décrété qu'à partir du moment où le plan incliné était trop incliné ou qu'il n'y avait pas assez de ventilation dans la cuisine ou une plaque d'amiante sur le toit, eh bien, il fallait fermer la colo. Toutes les mairies se sont débarrassées de leur colo et on l'a remplacé par des courts séjours où viennent très très majoritairement les garçons. Exit les filles des vacances et en particulier les filles des quartiers populaires qui avant partaient en vacances et qui partent de moins en moins en vacances. Effectivement, si les filles partent de moins en moins en vacances, eh bien, elles ont de moins en moins l'occasion de faire l'apprentissage de la mixité filles-garçons, de pouvoir effectivement travailler en dehors du quartier à d'autres règles, qui peuvent des règles qui n'annulent pas les cultures familiales, mais qui sont l'espace de la République. Voilà. Donc là, cette chute des vacances, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent, les élus, les responsables, les éducateurs et éducatrices La première chose, ils disent qu'il faut s'occuper d'abord des jeunes qui posent problème, qui décrochent de l'école. L'ensemble des dispositifs pour les décrocheurs profitent aux garçons. Les classes relais, tout ça, c'est les garçons qui décrochent de l'école. Parce que quand on est garçon, ce que montre ma collègue Sylvie Héral, eh bien, il faut être féministe, indiscipliné, sinon on est un bouffon, un PD, un intello. Il ne faut pas lire, parce que lire un livre, lire un roman, c'est un truc de fille. Il ne faut pas faire des arts plastiques. Donc la pression sur les garçons pour être viril les entraîne à l'échec scolaire. Et évidemment, là aussi, ça va séparer deux classes sociales. Celle qui a un capital culturel où les garçons vont réussir dans leurs études, puis ceux qui n'ont pas de capital culturel où les garçons refuseront toutes les possibilités de s'émanciper par l'ensemble des contenus de l'école. Et donc, on pense qu'il faut canaliser leur violence dans des activités positives parce que les garçons seraient naturellement violents, auraient naturellement besoin de se dépenser, etc. Donc, on attribue également aux filles la responsabilité de rester chez elles. On dit qu'elles sont plus mûres, elles savent s'occuper, elles réussissent mieux à l'école, elles préfèrent rester chez elles. Grosso modo, comme loisir, elles ont le droit à l'accompagnement au devoir. Et après, quand elles sont trop bonnes à l'école, eh bien, on se dit, c'est pas normal, les pauvres garçons, ils sont en échec alors que les filles sont trop bonnes à l'école. Mais c'est aussi parce qu'on les a effectivement pas tellement sollicités dans d'autres espaces que l'école. Après, eh bien, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, la hiérarchie des valeurs. Le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate, c'est important, expressif, c'est des valeurs sociales positives. Par contre, la gym, la danse classique, le jazz, la chorale, le twirling bâton, le poney. Le poney, c'est ridicule, ringard, associé à des stéréotypes sexistes. Donc on voit bien que toutes les activités masculines sont valorisées, comme à l'école et comme dans les professions. L'économie est important, la littérature pas important. Peu importe. Donc, c'est associé à des stéréotypes sexistes. Et donc, on va supprimer les subventions au twirling bâton. On va mettre 20% de TVA à l'équitation, alors qu'il y a 700 000 filles qui font de l'équitation. Par contre, on exonérera de TVA l'euro de football, qui est une activité principalement masculine, comme vous le savez. Le credo aussi dans cette idée, c'est que l'égalité filles-garçons, c'est promouvoir les filles sur les terrains masculins, toujours pareil. La fille sportive et rebelle serait un modèle positif, sauf qu'on la fracasse. Si elle est trop rebelle et trop violente, on va dire qu'elle est pathologique, on l'envoie chez le psy. Par contre, le garçon danseur ou choriste, c'est vraiment le modèle négatif de l'efféminé. Donc, effectivement, personne n'encourage tellement les garçons à faire des activités de filles. Et eux-mêmes, si effectivement, s'y refusent, parce qu'ils savent très bien quelle est la sanction, s'ils disent dans la cour de récréation je fais du poney ou je fais de la danse, je veux dire, c'est extrêmement violent. La réaction des garçons risque d'être extrêmement violente envers eux. Qu'est-ce qu'elles en disent, les filles ? Elles disent que c'est pas elles font pas de l'autocensure. Elles disent ma mère veut pas que j'aille le soir au gymnase. Elle dit que maintenant je suis grande, c'est pas prudent. Donc on considère comme un acquis que la ville est violente. Voilà. Avant j'allais aux vacances de la MJC, j'aime bien le sport, mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule. Donc dès qu'elles sont moins nombreuses à partir, elles s'inscrivent au dispositif vacances. Puis elles regardent la liste, elles disent on est 3 copines, ça va, j'y vais. Et puis il y en a une autre qui se désiste. Et puis quand elles sont toutes seules, elles n'y vont pas. Donc il y en a une qui dit j'ai été au stage de la MJC, à vacances de la MJT, c'était VTT, j'aime bien le vélo, mais les garçons ont tiré la bourre devant, j'étais décroché, j'ai pleuré, alors le moniteur a dit qu'il valait mieux que je rentre chez moi. Voilà, donc c'est aussi le genre de truc, les animateurs sportifs sont pas toujours très fins. Voilà, j'aurais voulu continuer l'équitation, c'était trop cher, les concours et tout ça. L'équitation, c'est hors de prix. Or, c'est le sport des filles. Voilà.
Je faisais du twirling, c'était super, un twirling bâton, les majorettes. J'osais pas le dire, il y en a un qui a le su, il n'arrêtait pas de m'embêter avec ça. Hein. Il savait qu'elle était majorette. Il disait, ah, majorette, ton bâton et ta jupette, etc. Et donc là, immédiatement, le côté harceleur, hein, d'une activité qui n'est pas conforme. Hein, et on voit cette pression permanente et qui amène les filles à décrocher. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais terminer là-dessus. Hein. Ces inégalités budgétaires se retrouvent dans le sport. Elles ont des conséquences dans la ville, hein, effectivement, en termes de discrimination budgétaire, valorisation des pratiques masculines, tolérance avec le sexisme et la misogynie, c'est-à-dire qu'on éduque des centaines, des millions de petits garçons sur des terrains où les mots sont pédé, enculé, etc. Hein, et on considère que c'est normal. Et puis ils voient d'ailleurs des matchs de foot à la télévision, ou principalement de foot, hein, c'est le sport dominant, où ces valeurs du sexisme et de l'homophobie sont permanentes, hein, je veux dire, et de la violence envers les femmes. Et puis occultation des violences de genre. Donc grande première hier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'équipe a titré sur les violences des footballeurs, violences faites aux femmes des footballeurs. Donc c'est la première fois qu'on commence à s'intéresser finalement au fait que des footballeurs professionnels, il y en a énormément qui tabassent leurs femmes. Hein. Donc je veux dire, c'est aussi c'est des modèles pas super, en dehors des sextapes, etc. Hein. Voilà, le reste, écoutez, c'est tout. Juste l'approche de la ville par le genre, elle met l'accent sur l'inconfort, hein, d'une ville pensée d'abord pour un individu seul et sans contrainte familiale, le flâneur, l'homme d'affaires, le sportif. Donc vous verrez, si vous voyez des documents d'urbanisme où on présente la ville heureuse, la ville de demain, etc., vous êtes toujours sur cette... la ville de demain, ça va être une ville super, débarrassée de voitures, on pourra faire du sport, on pourra aller à la terrasse d'un café, on pourra être en 2 heures dans une ville par le TGV, parce qu'il y aurait des quartiers d'affaires avec des hôtels et des boîtes de nuit, hein, voilà. Et puis effectivement sur le sentiment d'insécurité créé par l'expression de la continuité des cultures urbaines masculines. Alors c'est mon jargon, mais je pense que ça a du sens. Hein. On voit aussi bien l'affichage sexiste ou les statues de femmes nues dans la rue, mais aussi la prostitution. Hein. Les villes où il y a de la prostitution, de rue, hein, c'est des villes où les femmes ne peuvent pas stationner sans être abordées. Hein. Parce qu'à partir du moment où vous êtes stationné dans une rue, quel que soit, il y a toujours une voiture qui s'arrête et qui dit « vous cherchez quelque chose ?» etc. Et donc, on voit bien que la prostitution, c'est pas du tout la question des prostituées, hein, même de ce que certains appellent le travail sexuel. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un travail sexuel possible, mais ça peut se dire, c'est la question simplement de la présence symbolique d'une femme dans la rue qui autorise, qui fait que le client, hein, comme le harceleur, ont le droit on pignon sur rue, hein, sont institutionnalisés dans la rue. Donc je fais le parallèle entre harcèlement de rue, évidemment, prostitution de rue. Hein. Nom de rue masculin, culture urbaine masculine, grave sport urbain. Et voilà, j'ai fini. Comment, avec l'éducation populaire, on a plutôt l'intention à l'engrenage, et dans des espaces aussi qui nous sont plutôt individuels et militants, de questionner l'espace public, mais aussi, après ces observations, de se le réapproprier. Un peu une des consignes qu'on vous a données ce matin. Donc se le réapproprier, c'est-à-dire déjà de regarder où est-ce que l'espace public nous a été volé et où il n'est plus public et où il n'est plus objet de rencontres publiques, de débats publics, parce que pour nous, l'espace public, il a plutôt l'intention d'être un espace d'expression publique et collective, et puis, dans une utopie, en tout cas, qui est la nôtre, d'être un espace de démocratie aussi. Et au regard de ce qu'on peut voir aujourd'hui, et c'est pour le coup l'atelier qui sera cet après-midi avec nous, voir aussi qu'il y a une évolution de l'espace public qui est peut-être la privatisation de l'espace public, par plein de biais, qui est la marchandisation de l'espace public aussi, ça c'est un des biais. Mais voilà, et nous dans cette observation de l'espace public, à l'engrenage, on a plutôt envie de se le réapproprier pour à nouveau pouvoir l'investir de façon égalitaire, que ce soit hommes-femmes, et que ce soit, on a pu voir les questions des quartiers populaires, des quartiers de centre-ville, des quartiers plutôt d'habitat bourgeois. Enfin, il y a plein de lectures à avoir où d'autres discriminations se jouent que le genre, en fait. Que ce soit aussi la question des personnes valides ou invalides. Il y a vraiment des fortes inégalités qui se jouent, qu'on ne voit peut-être pas au quotidien quand on se balade ou quand on va travailler ou quand on va faire ses courses, mais qui, si on fait un petit pas de côté sans être géographe, on pourrait se poser sur un banc et regarder avec quelques pistes de lecture ce qui se joue dans une cour de récréation ou ce qui se joue dans un quartier centre-ville, dans un quartier populaire, dans un quartier bourgeois. Donc c'est
nous, on a envie d'aller au-delà des observations et de se dire comment on fait dans la pratique, qu'on soit animateur, qu'on soit habitant, qu'on soit commerçant, quelle que soit la personne qui est dans l'espace public, comment on peut ramener de l'égalité, en fait. C'est un peu ce que nous, on défend à l'Engrenage, que ce soit dans le cadre de formation pour des bénévoles ou dans le cadre de formation pour les salariés, puisqu'on a bien vu qu'il y a du lien avec la question de l'animation, il y a du lien avec la question de l'enseignement, mais il pourrait y avoir du lien avec la question aussi du travail social. Enfin, il y a plein de liens avec les corps de métier et pas juste... ce ne serait pas juste une responsabilité individuelle de piétons, de piétonnes, d'habitants, d'habitantes. Il y a bien aussi des choses collectives et qui sont du ressort de nos collectifs, de nos espaces collectifs, associatifs, professionnels, que ce soit aussi les espaces publics, puisque je sais qu'il y a des conseils citoyens. Ce sont des espaces où on pourrait re-questionner aussi l'espace public dans son quartier, là où on peut opérer, on va dire, et agir. Du coup, on voulait donner par exemple un exemple récent d'accompagnement qu'on a pu effectuer auprès d'une fédération bien connue de centres sociaux et socioculturels français. Des jeunes ont pu du coup expérimenter ce que nous, on pense être un des exemples de réappropriation possible, c'est-à-dire de refaire du débat collectif et politique dans la rue avec des inconnus, des passants et des passantes. Et du coup, par le biais, par exemple, de dispositifs comme le porteur de parole, dont un atelier est consacré cet après-midi à cet outil, de pouvoir du coup se poser dans l'espace public, avoir choisi des emplacements spécifiques dans l'espace public pour venir avec un grand panneau coloré, avec une question écrite vraiment en très très grand qui interpelle visuellement, pour venir, en fait c'est un prétexte pour venir discuter avec des inconnus, des passants, des passantes. Et là, en l'occurrence, c'était par exemple pour interpeller sur la question de la jeunesse. Donc c'est donc les jeunes qui ont mené eux-mêmes les entretiens avec les passants et les passantes. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, c'était eux qui faisaient le jeu de l'interview de être jeune aujourd'hui, c'est... Et puis de dire être jeune c'était plus facile avant, et puis du coup voilà, il y avait des discussions, avant c'est quand, selon qu'on a 70 ans ou 30 ans, avant ça nous renvoie à quoi, quelle jeunesse nous on a vécu, et puis en fait d'espaces comme ça, d'outils qui peut-être comme ça ont l'air un peu anodins, en fait il y a des vraies discussions hyper intéressantes qui s'engagent, on affiche les paroles, du coup il y a des gens qui viennent juste lire et qui se disent ah ouais tiens c'est marrant, moi j'ai pas du tout vécu cette jeunesse-là, par exemple moi je n'ai pas vécu en quartier populaire, et du coup une parole de quelqu'un qui témoigne par exemple sur le fait de vivre en tant que jeune en quartier populaire, qu'est-ce que c'est, je sais pas, dans le rapport à la police, dans le rapport aux équipements, dans le rapport... qui lit ça et qui du coup voilà, c'est une façon de repolitiser en tout cas un espace qui est, comme disait Tiffany, soit volé, soit délaissé, soit privatisé aujourd'hui, et puis de revenir, par exemple, faire du débat collectif sur les choses qui nous concernent et les questions de notre société. Et puis sur cet exemple, ce qui était aussi très chouette, c'est qu'à partir de toutes ces paroles récoltées, puisque l'idée du porteur de parole, c'est que certaines paroles soient écrites et affichées, comme vous disiez Cécilia, mais c'est qu'après, il y a eu un autre temps avec les jeunes où on a travaillé à partir de toutes ces paroles, donc on a pu aussi avoir des éléments sur... une partie des habitants de Sens, voilà pour eux ce que ce serait la jeunesse. Alors avec des choses plutôt positives, des choses plutôt négatives, et du coup les jeunes ont pu se saisir aussi de voir comment ils étaient considérés, comment ils voulaient peut-être pas être considérés comme ça, ou comment il y avait aussi des gens plus anciens qui leur faisaient confiance et qui attendaient d'eux, qui s'engagent ou qui s'expriment plus. Et du coup de ça, on a pu aussi voir des jeunes qui avaient envie de se mobiliser un peu plus dans leur centre social, puisque c'était un regroupement national, il y avait vraiment des jeunes de partout. Et c'est en ça où pour nous, cet outil-là, il n'est pas juste sympa et festif dans la rue, vous voyez, il l'est. Il crée de la rencontre, et c'est déjà ça, se rencontrer à des âges différents, dans des profils de vie différents, avec des parcours de vie différents, c'est déjà très riche. Mais l'intention plus collective et politique, c'est ça, c'est que ces jeunes-là aussi puissent, là c'était la jeunesse, c'était l'intérêt, puissent se mobiliser en voyant ça et en faire quelque chose. Donc là, ils se sont investis plus, ils ont même demandé à aller au conseil d'administration national des centres sociaux. À force de le dire et de le demander, a priori, ça a été entendu. Et ils ont pu prendre le micro là
dans une plénière comme vous à la fin du séjour en disant « Bon, ces 4 jours, c'était sympa, mais maintenant, comment on fait et comment on continue pour que les jeunes puissent reprendre leur place ?» Et c'est en ça où, pour nous, ce porteur de parole atteint tout ce qu'il peut atteindre, c'est-à-dire que les personnes concernées, nous, on est juste transmetteurs d'outils, en fait, puissent se mobiliser et se dire « On va reprendre notre place dans cette société. » Là, en l'occurrence, ils vont repartir chacun dans leurs centres sociaux et cette question doit se reposer à l'échelle de leurs centres sociaux. Mais c'est en nous où là, il y a une parole collective qui a pu s'exprimer et qui pourra peut-être produire d'autres engagements, d'autres changements, d'autres investissements, puisque là, c'était sur la question de la discrimination de la parole des jeunes et de leur présence dans les instances représentatives, que leurs paroles soient entendues, enfin voilà, plein de choses concernant plutôt les centres sociaux. Mais ça pourrait être ça dans plein d'autres endroits sur des questions différentes. Hein. La question est formulée avec le groupe qui veut travailler sur telle thématique. Hein. Il n'y a pas de... Et après, on a d'autres types d'actions qui sont plutôt des actions aussi pour montrer comment l'espace public est approprié. Là, bientôt, on devrait organiser un parking day avec d'autres collectifs de Tours. C'est-à-dire qu'on va aller investir des places de parking, des places de voiture. On va payer le parc-mètre, mais on va y installer plutôt des espaces de jeu, des espaces pour discuter, des espaces aussi peut-être de dons de bouquins, de jouets pour enfants. Enfin, ça, nous, on va récolter dans notre réseau ce qu'on peut. Et pour aussi réinvestir, vous voyez, l'espace public, pas comme un lieu de stationnement, pas comme un lieu où stationner à Tours, quasiment tout est payé en centre-ville. Hein, donc, du coup, c'est aussi de la discrimination. On ne peut pas garer son véhicule sans payer. Donc, du coup, voilà, c'est aussi réinvestir des espaces dans le centre-ville pour qu'on puisse se rencontrer et rencontrer, on ne sait pas, les gens qui vont passer ce jour-là. C'est un samedi, donc on a choisi très stratégiquement un samedi. On espère qu'il fera beau. Voilà, pour pouvoir aussi rencontrer les gens et peut-être discuter sur, et pour vous, l'espace public, comment ça se passe, qu'est-ce que vous y trouvez, qu'est-ce que vous y rencontrez. Donc ça, c'est beaucoup moins, vous voyez, l'envergure politique est quand même beaucoup plus petite qu'avec le réseau des jeunes, mais c'est aussi des petits bouts pour un peu décaler ce qui se passe d'habitude dans l'espace public et qu'on puisse se poser d'autres questions que telles qu'on le vit aujourd'hui ou parfois telles qui se transforment sans qu'on ait vraiment pu dire son mot aussi, quoi. C'est une question que je pose comme ça, un peu dans le vide, pour que tout le monde puisse également se la poser. On parle d'espace public, mais de plus en plus, j'ai l'impression, moi, qu'on est plutôt sur un espace privé appartenant aux instances publiques. Voilà. Est-ce que ça fait une réelle différence ? Un petit peu. Enfin, c'est une question que je me pose, que j'essaierai de développer. Voilà, c'est une question que je me pose déjà à moi-même. Et du coup, je la partage pour ceux qui voudraient se la poser aussi. En tout cas, c'est un des points qu'on va travailler dans l'atelier. Si tu es inscrit avec nous, c'est bon. Un slogan très important du début de la deuxième vague du féminisme dans les années 70, ça a été « le privé est politique ». Et c'est un slogan qui a servi à faire émerger justement dans l'espace de la réflexion collective et de la responsabilité politique ce qui se passait au niveau de la famille, la violence conjugale, les agressions sexuelles, tout ce qui était lié à la violence domestique. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est dans une période, effectivement, où il y a une reprivatisation généralisée de tous les espaces politiques, parce qu'en fait, cette revendication, elle voulait dire que tout espace d'interaction entre les êtres humains est politique. Et donc doit être soumis en fait au débat et en fait doit être pensé par rapport à la loi doit tenir compte de ces espaces-là. Et en fait on est plutôt dans une période où on va dans le sens inverse et je pense notamment à l'espace de l'entreprise. Parce que l'espace de l'entreprise, pour moi, effectivement, on est dans un système capitaliste. Alors, on va dire que l'entreprise, elle appartient au chef d'entreprise, à l'employeur. Mais en fait, c'est un espace. Ça n'est pas un espace public puisqu'il y a un droit, une réglementation intérieure qui s'y applique. Mais c'est pas du privé. Et on est en train, là aussi, je trouve, de plus en plus de considérer cet espace comme échappant en fait à l'espace public et voilà, je trouve que c'est un enjeu vraiment très important de redéfinir, de revendiquer cet espace du travail comme un espace public. On appartient à un réseau de coopératives d'éducation populaire
dans lequel il y a eu un événement d'agression sexuelle d'un salarié sur une salariée. Donc on est typiquement aussi dans les questions qui rejoignent les questions de travail. Et en fait, de cet événement est né, après un temps, justement pour que ça soit collectivisé, cette situation, la volonté de travailler collectivement dessus et qu'on n'en reste pas à c'était l'histoire de tel individu agresseur et de tel individu agressé et voilà, ils font ce qu'ils veulent, elles portent plainte ou pas, voilà. Non, il y a eu une volonté collective de se dire oulala, non mais qu'est-ce qui a permis que cette situation elle se passe? Comment on peut analyser ça, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, parce que ça a été lui et elle, mais en fait ça aurait pu être d'autres, parce que justement, comme disait Yves Rebaud tout à l'heure, c'est systémique en fait, c'est pas une question d'individu et juste d'interpersonnel et de relations individuelles, non, il y a bien des choses qui sont organisées et qui nous dépassent, qui questionnent pas que notre réseau professionnel de coopératives, qui questionnent aussi largement la société, l'éducation, etc. Et du coup, de cette expérience collective est né un ouvrage qu'on a coécrit à 11 femmes, donc salariées ou anciennes salariées de ce réseau professionnel, qui est sur la table derrière, qui s'appelle « Éducation populaire et féminisme, récit d'un combat trop ordinaire ». Et en fait l'idée c'était, alors pas du tout sur le mode recette magique, on vous dit quoi faire, on sait tout, non, pas du tout sur ce mode là, mais dans l'idée de se dire nous on a essayé de rendre politique justement, de ne pas laisser cette question à une sphère privée ou à une sphère individuelle, on a essayé de la rendre politique et donc collective. Du coup, on vous reverse aux autres collectifs qui voudraient se poser des questions là-dessus ou qui traverseraient des situations similaires. On avait envie de témoigner, en fait, de partager cette expérience, de partager ce qu'on avait expérimenté, ce qu'on avait analysé, ce sur quoi on a estimé qu'on s'est raté, de partager tout ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a écrit du coup dessus pendant 3 ans. Voilà. Dans le passé, il y avait le respect, le civisme, fallait respecter, il y avait le civisme, il y avait moins de délinquance, fallait respecter autrui. On parlait des entreprises, les entreprises sont actionnaires, donc quand l'entreprise met de l'argent, donc ils veulent ils mettent de l'argent, mais ils veulent des conditions. Donc tout repose sur les conditions aussi. Donc c'est un problème financier que l'entreprise met de l'argent, donc ils veulent se retrouver aussi. Donc c'est un genre de respect. Et c'est la problématique de l'évolution de la société. On évolue peut-être mal, moins socialement, parce qu'avec les lois qui nous posent problème maintenant, le social il disparaît. Donc c'est cette problématique-là, et il y a un souci de ce côté-là. Moi, de mon point de vue, c'est impossible de dire qu'on est dans une société pire qu'autrefois. Je veux dire, on n'a aucun moyen de comparer sur le harcèlement de rue, sur les viols. On n'avait pas de statistiques, donc même je pense que les choses s'améliorent, mais par contre on a une conscience plus grande des violences, c'est mon point de vue. Et quant à l'entreprise, juste les prospectives mondiales montrent que tous les pays qui atteignent l'égalité femmes-hommes augmentent leurs compétences et donc augmentent leur productivité, l'économie, etc. C'est pas un bon argument pour l'égalité femmes-hommes, mais au contraire, le fait que les femmes aient un haut niveau d'études, qu'elles soient intégrées dans les entreprises, qu'elles soient en concurrence loyale avec les hommes, multiplie par 2 le potentiel économique, social d'un pays. Donc l'égalité, ça sert à tout le monde, et donc on voit bien qu'au contraire, l'appauvrissement d'un pays il se mesure à partir du moment où les libertés des femmes sont réduites. Voilà. Et ça n'a rien à voir, je pense, avec... et sur l'augmentation de la violence, on ne sait pas. Voilà. Parce qu'on n'avait pas d'études statistiques. Voilà. On ne sait pas l'impact que peut avoir la pornographie massive, par exemple, sur les comportements violents. Donc on les travaille, mais on n'a pas de choses qui sont comparables il y a 50 ans non plus. Voilà. Et sur les questions de violence, sans regarder le focus spécifique de genre, moi je me souviens avoir entendu un sociologue qui travaille beaucoup sur la question de la violence, qui s'appelle Laurent Mukeli récemment, qui disait « On n'a jamais été dans une société aussi pacifiée ». On nous dit toujours qu'on vit dans une société très violente, etc. Mais ouvrons les livres d'histoire. Enfin, en fait,
nous, en tout cas, là je parle en France, en métropole, voilà, on n'est plus sujet au quotidien à des événements ultra violents comme il y a pu avoir dans l'histoire. Et donc il dit il y a un décalage entre le discours qu'on nous assène et puis des faits. Alors après, là, ça dépasse la question de... C'est pas sur la question de genre spécifiquement, mais voilà, il y a peut-être un décalage aussi entre la situation matérielle dans laquelle on est et puis ce qui est décrié ou dénoncé régulièrement dans les médias notamment. On parle donc d'espace public, je pense aux abribus, je pense aux publicités pour la lingerie, ce genre de choses où on a des femmes qui sont clairement des objets sexuels qui sont représentés au vu et au su de tout le monde, ça gêne personne, ou de publicités qui conduisent à faire perdurer les stéréotypes d'hommes et de femmes. Et je me demandais si, par exemple, ne serait-ce que dans le choix des candidats au marché public, par exemple, ce genre de critères pourrait ou non faire partie des critères d'attribution. Et je me demande si chaque acteur public de sa propre échelle n'aurait pas quelque chose à faire sur le sujet. La mairie de Grenoble a supprimé la publicité sur les abribus, ce qui est une solution qui enlève complètement cet aspect. Il n'y a plus de publicité sur les abribus que de publicité municipale. Voilà. Et ensuite, je voulais dire autre chose. Par contre, on a d'autres affichages qu'on ne voit pas. Par exemple, le fait que dans les 10 opéras qui sont les plus reproduits au monde, bien, il y ait Carmen, La Traviata, etc., ce ne sont que des meurtres ou des assassinats de femmes. Donc là, on ne va pas considérer que c'est une publicité sexiste, mais il y a plein d'opéras où il n'y a pas de meurtre de femmes, mais on continue. Ou bien si on affiche, comme les Inrocks, le retour de Bertrand Cantat, ou bien Orelsan, etc., je veux dire, quelque part, c'est aussi de la publicité sexiste. Donc on voit bien qu'aussi l'affichage, sous prétexte de liberté, l'affichage permanent des violences faites aux femmes et du meurtre de femmes est un poncif de la culture. Donc, effectivement, c'est une réflexion globale sur l'affichage et sur qu'est-ce qu'on affiche dans la ville. Voilà. C'est mon opinion à moi-même, ma manière de voir cette histoire dans laquelle nous sommes. Pour moi, nous sommes deux êtres sur cette terre. Il y a la femme, il y a l'homme. Je ne vois pas en quoi pourquoi les hommes, on a souvent embrigandé tous les espaces. En fait, quelque part, ce n'est pas le papier qu'on écrit, qu'on affiche comme un règlement intérieur qui doit éduquer chacun. Chacun doit avoir une appréhension de l'individu qui est en face. La femme est un être comme moi. Je n'ai pas besoin d'un emploi du temps pour dire à 15 heures, je dois considérer qu'il y a une femme qui est là, un être humain que je dois regarder, je dois respecter. Je ne dois pas attendre à 12 heures pour dire, bon, c'est une femme, je dois la respecter. C'est quelque chose qui doit être inné, qui doit être structuré à notre personnalité. Chacun de nous doit comprendre que tel qu'il se voit, tel qu'il se regarde, tel qu'il doit regarder cette femme, sa structure, elle est comme toi, elle est comme moi. Voilà, elle fait des enfants, je fais des enfants. Souvent, quand on fait des débats autour du genre féminin, on a l'impression que c'était quelqu'un qui est lointain, très lointain. On a besoin de rééduquer les gens pour comprendre qu'il y a une personne à côté de nous qu'on appelle une femme. Il faut qu'à tous les niveaux, à la maison, au champ, au campement, où vous voulez, dans les bureaux, on est deux. Il y a une femme qui est là, il y a un homme qui est là. Mais c'est vrai que sur le niveau corporel, les forces ne sont pas les mêmes, d'accord. Mais est-ce qu'on parle de femmes en matière de force physique ou de force intellectuelle, intelligence ou de moralité? C'est là que se situe le problème. Il faut voir la femme comme quelqu'un, comme moi, comme nous tous. On n'a pas besoin d'une bibliothèque pour toujours éduquer les gens au niveau des femmes. Voilà. Pour moi, c'est un être. On doit l'aimer, elle nous aime, on doit l'aimer. Elle travaille, elle cotise, elle fait des enfants, on fait des enfants. Pour moi, c'est ce que je vois. Et moi, je n'aime pas quand je vois des gens qui prennent la femme comme si c'était un objet. Si une femme est belle que tu la vois, ce n'est pas sa beauté qui doit te rendre bête. Franchement. Ce n'est pas son habillement qui va te déséquilibrer. C'est sa structure. C'est comme ça elle est. Mais elle est femme, c'est un être humain. C'est ce que moi je vois. Donc moi je les respecte, et moi je les adore. C'est comme ça. Voilà. Donc moi c'était par curiosité, vous parliez d'autres pays où il y avait un petit peu plus d'égalité hommes-femmes. Donc je voulais savoir lesquels, si vous aviez une idée précise, lesquels pays étaient un petit peu meilleurs, et puis savoir un petit peu les solutions qui ont été mises en place, ou est-ce que c'était déjà culturel, voilà. Est-ce que ça fait déjà pas mal de temps, ou est-ce que c'est quand même récent pour un certain nombre de pays de mettre des solutions en place?
On a des pays champions depuis très longtemps, hein, c'est Suède, Norvège, Finlande, les pays du Nord, mais c'est vrai que c'est des pays où les femmes ont voté depuis 1907 en Norvège, alors que nous, on a attendu le milieu du 19e siècle, du 20e siècle. Hein. Donc on voit bien qu'ils avaient de l'avance sur nous, et ce sont les pays les plus égalitaires qui sont toujours en tête. Après, il y a des nouveaux pays, pour répondre à votre question, qui sont en tête aussi. Par exemple, le Costa Rica ou le Rwanda, hein, surprise. Costa Rica, après la guerre, constitution pacifiste, ils n'ont pas d'armée, ils ont décidé de faire l'égalité femmes-hommes. Hein, c'est une exception en Amérique centrale. Et puis le Rwanda, c'était après le génocide. Hein, donc derrière, il y a eu vraiment, dans la réflexion coutumière de ce traumatisme, l'idée que centralement, les assassins étaient des hommes, quoi, et que dans ces villages qui étaient dévastés, les victimes ont été aussi beaucoup des hommes, les femmes ont repris le pouvoir, et donc le Rwanda s'est doté d'une constitution égalitaire, obligeant à la parité. Hein, voyez. Alors voilà des exemples récents et anciens. Et enfin, dernière chose, tous les pays ne sont pas avancés sur les mêmes plans. Par exemple, Cuba est un des pays où les libertés des femmes sont les plus grandes. On peut divorcer de façon extrêmement simple, avec des allocations. Il y a des bourses d'études, des possibilités de faire tout à égalité. Et en même temps, c'est un pays où la violence masculine reste très très forte en nombre de meurtres de femmes. Il y a des pays, etc. Donc on voit que finalement, l'Espagne a, en 10 ans, vraiment complètement revenu en arrière sur le nombre de meurtres de femmes, de fémicides chaque année. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont diminué de moitié, ils sont bien en avance sur nous, alors que la France stagne. Hein. Donc on voit bien, c'est assez intéressant de faire des comparaisons internationales. Dernière chose sur les villes, ville la plus sûre du monde et la plus agréable au niveau des ambiances urbaines, c'est Vienne, en Autriche. C'est une ville qui, depuis 30 ans, fait des politiques d'égalité, depuis 15 ans, fait du gender budgeting, de l'aménagement urbain. C'est intéressant aussi de voir qu'elle est classée pour la 6e année consécutive, première par le classement Mercer international au niveau des ambiances urbaines. Donc c'est-à-dire que c'est une ville qui est attractive, y compris pour les habitants, le tourisme, et c'est en grande partie à cause de la question de l'égalité femmes-hommes. Donc c'est quand même assez intéressant à le voir. Hein. À l'inverse, les villes les plus insécures sur les femmes sont en général des grandes villes de prostitution, etc. Voilà. C'est en très bref, mais je pourrais vous en raconter d'autres choses, voir d'une part qu'il suffit d'une politique publique pour changer assez rapidement les choses, qu'il y a des pays qui ont montré l'exemple depuis longtemps, il faut s'en inspirer, et qu'enfin, eh bien, les pays ne progressent pas de la même manière selon les critères égalité professionnelle, violence, etc. Voilà. Merci aux intervenants et intervenantes. Merci à vous pour votre participation. 2-3 petites choses comme ça en désordre. Pour celles et ceux qui ne reviendraient pas cet après-midi en atelier, je vous demanderais de prendre la fiche d'évaluation qui nous permet aussi de savoir un petit peu comment vous avez ressenti cette matinée. On a essayé d'innover, on a fait un format qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc si vous pouvez remplir ça, ça nous aiderait aussi à l'avenir à réfléchir en commission, à comment on a travaillé. Et c'est pour ça que je voudrais aussi remercier des personnes qui ne sont pas sur la tribune, mais qui ont réfléchi à l'organisation de cette journée et qui l'ont élaborée. Et il faut vraiment leur rendre... Enfin, je voudrais bien qu'ils se lèvent et qu'ils viennent à côté de moi, parce que quand je dis élaborer, ça veut dire de réfléchir collectivement, de confronter nos idées, mais aussi de mettre la main à la pâte, de tenir les listes d'émargement, de transporter des choses lourdes, etc. Et donc nous, on n'a pas distingué, on fait les deux en même temps. Donc si les membres de la commission qui ont élaboré la journée pouvaient venir me rejoindre, Stéphane, Claude, Candice, Zora, Claire, Clément, Xavier, Annick qui est en train de distribuer les tickets pour ce midi, voilà, Astrid qui est là-bas aussi. Donc voilà, pendant 1 an, on a réfléchi à la thématique de la journée. C'est un groupe qui est ouvert, donc qui a amené, parce qu'on n'a pas tous les disponibilités, que ce soit professionnelles, bénévoles ou en temps, pour venir s'impliquer dans cette commission. Mais ça reste complètement ouvert, donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées pour venir nous rejoindre, donc à raison de 2 heures par mois pour confronter les idées et puis mettre la main à la pâte pour l'organisation logistique le jour J, et ben voilà, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, donc ça c'est la première chose, donc merci à vous tous là et toutes présents. On espère
j'espère que cette journée, qui a pu être l'occasion de nombreux échanges et débats sur le sujet de l'espace public, a pu créer du coup de nouvelles volontés de se questionner en tant que professionnel sur comment on accueille, qui on accueille, qu'est-ce qu'on met en place. On a beaucoup parlé de mixité, on a beaucoup parlé de réappropriation de l'espace public, mais que ces questions, elles puissent aussi être étendues non seulement aux professionnels, mais aux habitants et aux habitantes, aux citoyens et aux citoyennes que nous sommes toutes et tous, en dehors des casquettes bénévoles ou professionnelles qu'on peut porter dans le quotidien. Et nous espérons voir fleurir ici et ailleurs plein d'actions pour se réapproprier l'espace public comme un lieu collectif et non marchand et non privatisé, et qu'il redevienne un espace politique et d'expression pour chacun et chacune. Je me permets pour conclure de citer quelques lignes de Grand Corps Malade dans son dernier album Plan B. À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères, parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 + 1 = 3. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Voilà.